The National Museum of Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi, le 25 juillet 2024. Sans plus tarder, commençons cette édition avec cette nouvelle dans le cadre du suivi continu des efforts du gouvernement concernant un nombre de dossiers de priorité dans le secteur de l'énergie. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre Moustapha Madbouli ainsi qu'avec plusieurs ministres. Le chef de l'État a été informé de la position actuelle des efforts du gouvernement pour assurer la durabilité et la stabilité de l'approvisionnement électrique au niveau de la République. Les détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Moustapha Madbouli ainsi qu'avec le ministre de l'électricité et des énergies renouvelables Mahmoud Asmat et le ministre du pétrole et des ressources minérales Karim Badawi. Cette réunion est intervenue dans le cadre du suivi continu des efforts du gouvernement concernant un nombre de dossiers de priorité dans le secteur de l'énergie, dont le plus important est la mise en œuvre des directives du président el-Sisi pour trouver des solutions décisives à la question du délestage de l'électricité et son annulation en été. Selon le porte-parole officiel de la présidence de la République, le chef de l'État a été informé de la position actuelle des efforts du gouvernement pour assurer la durabilité et la stabilité de l'approvisionnement électrique au niveau de la République et la réduction des pertes, notamment vu la forte consommation quotidienne d'électricité en été qui nécessite de redoubler d'efforts pour préserver la régularité et la qualité du service. Le Premier ministre et les ministres de l'électricité et du pétrole ont passé en revue des efforts visant à répondre aux besoins urgents du secteur électrique en produits pétroliers, ce qui a permis d'arrêter le délestage pendant la période estivale avec des travaux intensifs selon un calendrier précis pour mettre fin radicalement à ce problème en tenant compte de l'instabilité régionale et internationale et de ses effets potentiels sur le secteur énergétique. La réunion a de même examiné les plans futurs du gouvernement pour encourager les investissements dans le secteur de l'énergie, dans le but d'augmenter la production du pétrole brut et du gaz le plus rapidement possible et l'accélération des programmes d'exploration. Le président el-Sisi a ordonné l'intensification des travaux en cours au niveau de la mise en œuvre de projets d'énergie renouvelable, qu'il s'agisse de l'énergie solaire ou de l'énergie éolienne, et cela afin d'ajouter de nouvelles capacités au réseau électrique. Il a souligné la grande importance de cette voie à la lumière de la croissance constante des besoins de consommation énergétique locale, que ce soit pour les citoyens ou pour l'industrie et la production, ainsi que pour réduire la demande de gaz et de combustibles fossiles, et également dans le cadre des efforts de l'État pour évoluer vers des technologies propres pour faire face aux effets négatifs du changement climatique. Le président el-Sisi a également ordonné de renforcer la coordination et la coopération efficace entre les différents ministères et agences d'État afin d'assurer un service électrique régulier, saluant la compréhension et l'appréciation manifestées par les citoyens pour les mesures de réduction de charges au cours de l'étape précédente. Lors d'un appel téléphonique avec son homologue français Stéphane Séjourné, le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des Affaires des expatriés égyptiens, Badr Abdelghati, a réitéré la demande de la Ligue arabe d'une reconnaissance de l'État palestinien à l'échelle européenne pour envoyer un message clair à la fois à la communauté internationale et à Israël. Les décisions israéliennes telles que la classification de l'UNRWA comme l'organisation terroriste et le rejet de la Knesset de l'établissement d'un État palestinien sont des obstacles majeurs qui compromettent les initiatives pour aboutir à une solution à deux États, a indiqué le ministre. Il a également ajouté que ceci est considéré comme un rejet clair des décisions légitimes prises par les Nations Unies et des termes de référence du processus de paix.
Lors d'un entretien avec l'ambassadrice des États-Unis au Caire, le vice-premier ministre pour le développement industriel, également ministre de l'Industrie et des Sports, des Transports plutôt, Kamel El Wazir, a souligné l'importance de la coopération avec la partie américaine pour soutenir l'industrie égyptienne compte tenu des rapports étroits liant les deux pays, surtout dans les domaines des énergies renouvelables, la production d'hydrogène vert, la fabrication de panneaux solaires, les usines d'énergie éolienne et les industries vertes avancées dans le but de faire de l'Égypte un centre de fabrication de produits américains dans ces domaines, puis d'exportation vers les pays arabes et ceux de la région. Pour sa part, la diplomate américaine a affirmé le rôle stratégique que joue l'Égypte dans la région, signalant que le côté américain tenait à conforter la coopération commerciale avec l'Égypte pour en faire un axe d'exportation. L'Organisation des Nations Unies pour le commerce et le développement a annoncé que l'Égypte figurait en tête de liste des 10 pays africains en matière de flux d'investissements directs étrangers au cours de l'année écoulée 2023. Selon la plateforme d'information Business Insider, spécialisée dans les affaires africaines, le rapport sur l'investissement dans le monde 2024, émis par l'Organisation des Nations Unies pour le commerce et le développement, a indiqué que l'Égypte avait capté des flux d'investissements directs étrangers en 2023 pour une valeur de 9 milliards 841 millions de dollars. Et justement, on va parler investissement. Le ministre de l'Investissement et du Commerce extérieur, Hassan Al-Khatib, a souligné un grand intérêt pour le service commercial égyptien, compte tenu de son rôle principal dans le renforcement des relations économiques et commerciales avec tous les pays et blocs économiques mondiaux à la lumière des changements que connaît l'économie mondiale au cours de la phase actuelle. Al-Khatib s'exprimait lors de la cérémonie de prestation de serment de 8 attachés commerciaux auprès du service commercial égyptien. Le ministre a souligné l'activation au cours de la prochaine période du rôle du service commercial égyptien en tant que bras de la diplomatie commerciale égyptienne dans diverses parties du monde. Et les finances cette fois. Le ministre Ahmed Kojok s'est rendu au Brésil pour participer aux réunions des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G20 prévues ce jeudi. Lors de sa participation aux réunions des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G20 au Brésil, le ministre présentera les visions égyptiennes pour soutenir la croissance de l'économie mondiale, la transition verte, en stimulant le financement durable ainsi que le développement et la réforme de la structure financière mondiale et du système fiscal international. Le ministre d'État à la production militaire, Mohamed Salah ad-Din, s'est entretenu avec la ministre de l'Environnement, Yasmine Foued, et le ministre de l'Électricité et de l'Énergie renouvelable, Mahmoud Asmat, de l'avancement de la coopération en matière de gestion des déchets solides municipaux. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des directives du président de la République et du suivi continu par le Premier ministre de ce dossier. Le ministre d'État à la production militaire a affirmé l'importance des projets mis en place dans ce cadre, surtout les projets de transition vers l'énergie propre qui contribuent à préserver l'environnement. Et le commandant en chef des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, le général Abdelmegid Sa'r, a assisté aux activités de la 4e conférence internationale sur les télécommunications et de la compétition sur les innovations scientifiques organisée par les forces armées pendant plusieurs jours à l'Académie militaire égyptienne. Le commandant en chef des forces armées a également inauguré l'exposition de projets d'ingénierie qui comprend de nombreuses innovations technologiques réalisées par des étudiants d'universités et de collèges militaires égyptiens.
Le gouverneur du Caire, Ibrahim Sabr, interdit définitivement de couper ou de tailler les arbres dans tous les quartiers de la capitale. Selon lui, couper ou tailler des arbres sera du ressort d'un comité formé spécialement à cet effet par le gouvernorat. Celui-ci travaillera sous la supervision du ministère de l'Environnement. Le gouvernorat du Caire accorde un grand intérêt au boisement de la capitale en coopération avec le ministère de l'Environnement. Plusieurs parcs seront inaugurés prochainement dans la capitale après leur rénovation, comme le parc du 15 mai et les jardins d'El Andalus, d'El Amal et d'El Fostat. La ministre de la Planification, du Développement économique et de la coopération internationale, Rania Al-Machot, et le chef de l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques, Khairat Barakot, se sont entretenus sur les efforts déployés par l'agence pour développer le système statistique en Égypte, les différents axes de travail, ainsi que des données et statistiques fournies par l'agence pour couvrir les diverses activités économiques et sociale. Lors de la réunion, la ministre a souligné le rôle pionnier de l'agence CAPMAS dans la sensibilisation aux statistiques, vu l'importance des statistiques et des données en tant qu'éléments clés dans la prise de décision, notamment celles liées au développement. Allez, un peu de culture à présent. Une grande exposition sur la civilisation égyptienne antique, la plus grande du genre organisée hors d'Égypte, se tient organisée durant les 20 dernières années, a été inaugurée à Shanghai. Intitulée Au sommet de la pyramide, la civilisation de l'Égypte ancienne, l'exposition présente près de 800 artefacts égyptiens ainsi que des artefacts chinois anciens, offrant aux visiteurs un véritable feu d'artifice artistique des deux plus anciennes civilisations. Voici les détails dans ce commentaire. Le musée de Shanghai a connu une grande affluence de visiteurs à l'occasion de l'ouverture de l'exposition Au sommet de la pyramide. Co-organisée par le musée de Shanghai et le Conseil suprême des antiquités d'Égypte et mise sur pied par des érudits chinois, l'exposition offre un panorama complet de la civilisation égyptienne antique et présente les derniers résultats des efforts archéologiques conjoints entre la Chine et l'Égypte. Selon un communiqué du ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités, l'exposition a témoigné d'un succès sans précédent avec 12 000 visiteurs lors de la première journée et un total de 250 000 billets vendus à ce jour. Le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités a indiqué que l'exposition présente 787 artefacts provenant de divers musées égyptiens, offrant une vue panoramique de la vie, la religion et l'art de cette civilisation plusieurs fois millénaire. L'exposition se tient au musée chinois de Shanghai jusqu'au 17 août 2025. Parmi les pièces maîtresses figurent des statues monumentales, des sarcophages finement décorés, des bijoux et des objets du quotidien. L'exposition comprend notamment une collection en bronze montrant des divinités de l'Égypte ancienne comme Osiris, Isis, Bastet, Hathor et Ibis. Des statues et des bustes de rois tels que Toutankhamon, Akhenaton, Amenemhat III et Ramsès II ont également été exposés. Soucieux de la réussite de l'exposition, le ministère du Tourisme et des Antiquités a inclus à cette collection des momies et des sarcophages provenant de la région archéologique de Saqqara, qui abrite la plus ancienne et la plus grande nécropole d'Égypte. Ces objets sont répartis sur 3 salles principales, intitulées pour l'occasion Terre des pharaons, Secrets de Saqqara et Ère Toutankhamon. À présent, il est l'heure de découvrir les dernières actualités du tourisme dans ce magazine touristique. Sous le titre L'Astre de l'Orient, son temps de notre patrimoine artistique,
Le Musée national de la civilisation égyptienne d'Al-Fustat a organisé une festivité du patrimoine artistique et culturel pour célébrer 100 ans de la première apparition de la dame du chant arabe Kalsoum sur scène. Cette festivité a eu lieu en collaboration avec de nombreuses institutions et artistes égyptiens. Cela s'inscrit dans le cadre de la volonté du musée de mettre en lumière l'une des caractéristiques les plus importantes du patrimoine artistique égyptien et de faire revivre le patrimoine du chant égyptien. La festivité s'inscrit dans la stratégie du musée visant à préserver, à faire revivre et à réintroduire le patrimoine du chant qui est un moyen de préserver l'identité égyptienne et de faire découvrir aux nouvelles générations le chant égyptien authentique. L'art égyptien a marqué une étape importante dans l'histoire et ses artistes ont influencé de millions de personnes pendant de nombreuses décennies. L'événement renfermerait un groupe d'ateliers techniques et pédagogiques ainsi que des expositions présentant les acquisitions, les instruments et les antiquités rares Kalsoum, y compris une exposition de reproduction de photos et d'extraits de ses films. Ceci en coopération avec la salle de musique de la Maison du Livre et des Archives nationales. Dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024, l'Égypte et la République dominicaine se sont quittés sur un nul et vierge 0 partout hier soir lors de la première journée du tournoi de football homme. La rencontre s'est déroulée au stade de la Beaujoire de Nantes. Aucune des deux équipes n'est parvenue à faire la différence dans cette rencontre. Du coup, conséquence au classement, l'Espagne est seule en tête à l'issue de cette première journée, suivie des Égyptiens et des Dominicains. L'Ouzbékistan ferme la marche de ce groupe C. Samedi, l'Égypte jouera contre l'Ouzbékistan, puis mardi contre la géante, l'Espagne. Et on termine avec cette nouvelle en bref, découverte de 63 tombes et sépultures de la basse époque à Nouvelle-Damiette. Cette découverte met en évidence l'importance historique de Damiette à travers les différentes époques. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. Rendez-vous demain avec une nouvelle équipe pour une nouvelle édition. À très bientôt.